Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Pierre de l'Étoile, auteur du journal des choses advenues durant le règne d'Henri III et Henri IV, roi de France et de Pologne, publié en 1621, raconte en ces termes les événements qui se sont déroulés le 12 septembre 1621 au-dessus de Paris et de Saint-Denis. Je cite : « Diverses petites nuées blanches apparurent, lesquelles, comme par escadrons séparés les uns des autres, venaient par après se donner l'une dans l'autre d'une célérité prodigieuse, après quoi, disparaissant, d'autres se présentaient et aux approches envoyaient comme forme et manière de lances et de flèches les unes contre les autres, de même que les escadrons qui viennent furieusement au choc, et après s'être quelque peu combattus, se perdaient et ne paraissaient plus. » Le mathématicien italien Montanori communique à l'astronome Halley une observation faite au-dessus de l'Italie le 21 mars 1676 à 1h15 après le coucher du soleil. Un grand corps de dimension supérieure à la Lune apparut au-dessus de l'Adriatique. Il traversa l'Italie à une très grande vitesse que le témoin a estimée à 260 km par minute, c'est-à-dire 15 000 km/h. Et au-dessus de Ronzane, il émit un sifflement. Au-dessus de la Corse, il provoqua un bruit qui ressemblait à celui d'une charrette roulant sur la pierre. De nombreux astrologues ont fait des prédictions au sujet de cet événement. Et ça continue. Au XVIIIe siècle, bien sûr, dans la nuit du 23 au 24 février 1740, dans la rade de Toulon, un globe de feu a été aperçu. Il plongea ensuite dans la mer, d'où il remonta comme une balle qui ricoche. Après quoi, étant parvenu à une certaine hauteur, il explosa et répandit divers globes de feu, dont certains tombèrent dans la mer et d'autres sur la montagne. Dommage qu'on ne les ait pas retrouvés. Le 2 janvier 1749, au Japon, un chaos se répandit sur le pays lorsque 3 objets ronds ressemblant à la Lune apparurent durant 4 jours. Un trouble social se développa alors, attribué aux mystérieux objets célestes, à telle enseigne que le gouvernement prit la décision d'agir. Ceux qui participèrent aux émeutes furent exécutés. Intéressant, c'est que là, c'est pas une personne qui l'a vu, mais bien plusieurs, et que on peut aussi parler d'un phénomène d'hallucination collective, mais enfin, quand c'est tout un pays, c'est compliqué. En 1768, pendant le mois de septembre, entre Francfort et Leipzig, un jeune homme se rendait à l'université de Leipzig avec 2 passagers. Une grande partie du voyage s'étant déroulée sous la pluie, la voiture avait parfois du mal à monter les côtes. Une fois comme les passagers marchaient derrière la voiture, le jeune homme a remarqué un objet lumineux au niveau du sol. Il vit un objet, un tuyau brillant, avec un nombre incalculable de petites lumières posées comme des marches les unes sur les autres. Elles brillaient tellement que son œil en a été ébloui. Elles n'étaient pas fixes, elles sautaient de ci, de là, elles allaient de haut en bas et de bas en haut dans toutes les directions. La plupart d'entre elles, pourtant, restèrent immobiles. Ah, une chose encore, le témoin qui rapporte cette observation dans son autobiographie, c'est Goethe. Le 12 juin 1790, à Alençon en France, se serait déroulé un cas extraordinaire. Et parmi les cas anciens, vous pouvez le trouver partout sur Internet, c'est sans doute l'un des plus célèbres. À 5 heures du matin, plusieurs fermiers ont aperçu un globe lumineux entouré de flammes. Ils ont cru qu'il s'agissait d'une montgolfière en flammes. Ouais, 1790, ça commence. Mais la grande vitesse et un sifflement ont rendu les paysans perplexes. Le globe a ralenti. Il a eu des oscillations, puis il s'est précipité sur la crête d'une colline, déracinant des plantes sur la pente. La chaleur qui en émanait était si grande que les arbustes et les herbes ont été brûlés. Les paysans ont réussi à isoler l'incendie. Le soir, la sphère était encore tiède et il arriva une chose extraordinaire dont les témoins ont été 2 maires, un médecin et 3 autres autorités, sans compter les dizaines de paysans présents. Un être semblable à nous en sortit vêtu d'une façon étrange avec un habit collant adhérant complètement au corps. En voyant cette foule, il murmura quelques mots incompréhensibles et il s'est enfui dans les bois. Peu après, la sphère a éclaté silencieusement, projetant des morceaux de toutes parts qui se consumèrent entièrement jusqu'à se réduire en poudre. Des recherches ont été entreprises pour retrouver l'homme, le personnage, l'être, mais elles sont restées infructueuses. Alors un inspecteur est venu de Paris pour enquêter sur cette affaire. Cet inspecteur s'appelle Liabeuf. Il a fait un rapport complet qui est parvenu jusqu'à l'Académie des sciences, où il aurait été accueilli avec un scepticisme qui par la suite s'est avéré justifié. Environ, aujourd'hui, une quinzaine de publications ufologiques font part de ce cas-là. Et c'est tellement énorme que je me suis dit, là, c'est pas possible. J'ai cherché cet inspecteur dans les archives de l'Orne.
Aucune trace. En fait, cette histoire est sortie d'une revue italienne en 1966 et l'auteur de l'histoire a totalement disparu. C'est dire la crédibilité de l'histoire en question, mais qui méritait quand même d'être relatée. Parce que vous allez la trouver si vous faites des recherches. Au XIXe siècle, ça devient plus intéressant. Le 7 novembre 1886, Warner Cogley, du consulat des États-Unis à Maracaibo, au Venezuela, écrit au Scientific American la lettre suivante. Le bref compte-rendu d'un étrange événement météorologique récent pourrait intéresser vos lecteurs en tant que supplément à la liste des bizarreries de la nature électrique. Pendant la nuit du 24 octobre dernier, qui fut pluvieuse et tempétueuse, une famille de 9 personnes qui dormaient dans une cabane à quelques lieues de Maracaibo fut réveillée par un fort bruit de bourdonnement et par une lumière vive et éblouissante qui illumina brillamment l'intérieur de la maison. Les habitants, complètement frappés par la terreur et pensant, comme ils le rapportèrent, que la fin du monde était venue, se jetèrent à genoux et commencèrent à prier, mais leurs dévotions furent presque immédiatement interrompues par de violents vomissements et des enflures de grande étendue commencèrent à apparaître sur les parties supérieures de leur corps, ce fait étant particulièrement perceptible sur le visage et sur les lèvres. Il faut noter que la lumière brillante n'accompagnait pas la sensation de chaleur, bien qu'il y eût une sorte de fumée et une odeur particulière. Le lendemain matin, les enflures s'étaient résorbées, laissant de grandes surfaces noires sur le visage et sur le corps. Aucune douleur particulière ne fut ressentie jusqu'au 9e jour, quand la peau pela et que les pustules se transformèrent en douloureuses plaies ouvertes. Les cheveux tombèrent sur le côté de la tête qui se trouvait exposé au phénomène lorsque celui-ci était survenu. Ce même côté du corps étant pour chacune des 9 personnes le plus sérieusement blessées. Le fait remarquable de cet événement était que la maison était intacte, toutes les portes et fenêtres étant fermées à ce moment. Aucune action de foudre ne put être retrouvée. Un autre fait connexe, curieux, est que les arbres autour de la maison ne montrèrent aucun signe de dommage jusqu'au 9e jour où soudain ils se desséchèrent presque en même temps que se développèrent les plaies sur le corps des témoins. Cogill ajoute que les témoins ont été hospitalisés. Il espère qu'aucun des témoins ne va mourir de ces blessures. Il est bien dommage que l'attaché de l'ambassade n'ait pas suivi tout ça. Du moins, il ne l'a pas communiqué, en tout cas au Scientific American, la maladie qu'ils avaient. Parce que là, il s'agit vraiment d'un cas extraordinaire. C'est la première fois, en effet, dans l'histoire de l'ufologie où un effet physiologique a été consigné d'une façon aussi précise. Il va de soi, contrairement à ce que Cogill pensait, qu'il ne s'agissait pas ici d'un effet météorologique ni d'un effet d'origine humaine. À l'époque, aucun appareil terrestre ne peut émettre une telle décharge. On peut imaginer des micro-ondes. Ce cas pourrait être mis en rapport avec celui de Falcon Lake au Canada, survenu le 20 mai 1967 et dont le prospecteur amateur, qui s'appelle Mikalak, a été la victime. Il se donnait à son occupation habituelle de prospecteur quand il a vu 2 ovnis discoïdaux dont un a atterri. L'ovni avait un diamètre de 11 mètres et une hauteur de 3 mètres. Croyant qu'il avait affaire à un véhicule spatial américain en difficulté, il s'est approché, on est en 1967, il s'est approché pour proposer son aide, mais il n'a obtenu aucune réponse. Il a attendu pendant environ 30 minutes et puis il a touché l'engin avec ses gants de caoutchouc qui ont été brûlés. L'OVNI s'éleva soudain, a émis un souffle d'air chaud qui a mis le feu à l'herbe et à ses vêtements. Il a retiré aussitôt sa chemise, tout ce qu'il avait sur lui, mais il était atteint de brûlures à la poitrine, pris de nausées. Mikalak a été admis à l'hôpital de Winnipeg où il a été soigné pour des brûlures atteignant par endroits le 2e degré. Le fait le plus extraordinaire, c'est que les brûlures étaient disposées en damier. Dans les semaines qui ont suivi, il a perdu 10 kilos, il a souffert de nausées et de symptômes qui ressemblaient à un effet d'exposition à des radiations. Donc tout ça est très, très étonnant en fait. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.